de Muriel Matonnet, donc on change d'organe, pour une hyperparathyroïdie primaire très particulière, litho-induite. Donc je laisse la parole à Muriel Matonnet de Limoges. Monsieur le Président, merci. L'hyperparathyroïdie litho-induite correspond à une entité très particulière, puisqu'elle a une incidence très faible. À peine 10% des patients traités par lithium ont une hyperparathyroïdie. À remarquer toutefois que dans la population générale de patients atteints d'hyperparathyroïdie dite primaire, cela ne représente que 0,1%. C'est une pathologie qui est donc rare, et lorsque l'on reprend la littérature, peu de communications et peu de séries ont été rapportées, et elles sont toujours faibles, inférieures à 20 patients. Cette hyperparathyroïdie litho-induite ne va relever d'un traitement chirurgical que rarement, dans moins de 5% des cas, du moins c'est ce que rapporte Samir. Et le plus souvent, ces patients que l'on voit à la consultation sont des patients qui sont adressés non pas pour hyperparathyroïdie induite, mais plus pour hyperparathyroïdie primaire. Et l'on va donc poser classiquement nos indications opératoires selon les critères du NIH rapportés en 2009. L'objectif de l'étude que je vais vous rapporter, et donc nous avons repris la série opérée à Limoges, a été donc d'essayer d'évaluer quelle avait l'influence du caractère litho-induit sur les résultats du traitement chirurgical d'un patient ayant une hyperparathyroïdie primaire ou bien sûr secondaire. On a donc repris la totalité de notre cohorte, donc cohorte suivie de manière prospective de 2002 à 2010, ce qui représente 224 patients consécutifs opérés d'une hyperparathyroïdie primaire, avec indication bien sûr opératoire selon les critères du NIH. Pour comparer l'influence du caractère litho-induit sur les résultats, ont été exclus de manière systématique les hyperparathyroïdies secondaires génétiques ou tous ceux qui avaient une créatininémie supérieure à 100 microgrammes. Tous les patients, bien sûr, opérés avaient une hyperparathyroïdie confirmée par la biologie et le suivi ou le diagnostic a été fait par comparaison des marqueurs biologiques phosphocalciques et des marqueurs du remodelage osseux en périopératoire à 3 mois et à la date de pointe qui avait été fixée en mars 2012. Sur les 224 patients, 10 avaient donc une hyperparathyroïdie litho-induite, 214 une hyperparathyroïdie primaire. L'âge médian un peu plus élevé pour ceux qui avaient une primaire, et d'emblée on peut constater que les hyperparathyroïdies litho-induites avaient une calcémie un peu plus basse. La différence n'est pas significative, on verra plus loin. Tous les patients qui avaient une hypovitaminose D ont été compensés en préopératoire et vous voyez que ces taux étaient similaires dans les deux groupes, litho-induit ou primaire. Pour analyser le retentissement osseux, nous avons créé dans cette cohorte un appariement afin d'éliminer le problème de l'âge et du sexe. Et l'appariement a été fait, une hyperparathyroïdie litho-induite pour 4 hyperparathyroïdies primaires. Et donc, à partir du groupe de 214 hyperparaprimaires opérés, nous n'avons retenu que 40 patients, ce qui nous a permis d'obtenir donc 2 groupes homogènes pour analyser un petit peu plus loin ce retentissement osseux du litho-induit. En mars 2012, tous les patients ont été recontactés, du moins nous avons essayé de recontacter tous les patients, soit par téléphone, soit par consultation. À noter que dans le groupe litho-induit, une patiente était décédée, mais de cause extra-parathyroïdienne. Si l'on considère la totalité de la cohorte en pré-opératoire, on constate d'emblée que les patients qui ont une hyperparathyroïdie litho-induite ont une calcémie un peu plus basse, et ce de manière significative, que les patients opérés d'une hyperparathyroïdie primaire. Alors que paradoxalement, CrossLapse et PAO, qui sont 2 marqueurs du remodelage osseux, sont plus élevés, et ils ont d'emblée une baisse, une ostéopénie plus marquée, et ce avant tout traitement chirurgical. Dans 70% des cas, l'imagerie préopératoire
avait retrouvé une atteinte pluriglandulaire dans la pathologie litho-induite versus 5% pour les primaires. En post-opératoire, tous les patients ont normalisé leur bilan phosphocalcique et normalisé bien sûr leurs critères NIH. Donc on peut considérer qu'ils ont tous été guéris cliniquement. Toutefois, si l'on considère les taux de décroissance de PTH, ils sont différents chez les patients litho-induits versus les primaires. Le taux de décroissance est plus faible chez les patients litho-induits, que ce soit à T0, à T20 minutes, T plus 60 minutes après l'exérèse, ou même le lendemain de l'intervention. À 3 mois, cette différence persiste. La calcémie moyenne chez les patients qui ont une hyperparalito-induite est dans les bornes de normalité, certes, à 2,45 millimoles par litre, mais elle reste toujours un petit peu supérieure à celle qui est obtenue chez les hyperparaprimaires. Enfin, si l'on considère d'un point de vue biologique une parathormonémie adaptée ou non à la calcémie au 3e mois, un patient sur 10 pour les hyperparalito-induites reste inadapté, 10 sur 214 pour les hyperparaprimaires, ce qui nous fait un taux double pour les hyperparalito-induites. En ce qui concerne le remodelage osseux, là aussi, une différence entre les litho-induits et les primaires. Les litho-induits ont une ostéopénie à 3 mois qui persiste, alors que paradoxalement, le poids de tissu réséqué est similaire d'un côté et de l'autre. Pour essayer de comprendre un petit peu plus loin qu'est-ce qui pouvait se passer sur l'os, puisqu'il semblerait que c'est lui qui reste avant et après le plus atteint, on a donc fait cet appariement, et HPC donc, représente le groupe de 40 patients que l'on a appariés en fonction du sexe et de l'âge au groupe des patients qui avaient cette hyperparathyroïdie litho-induite. Les deux groupes donc étaient similaires, mis à part cette calcémie que l'on retrouve toujours un petit peu plus basse initialement chez les litho-induits, et même avec l'appariement, on confirme les données générales que nous avions obtenues initialement, avec un taux de décroissance de parathormone peropératoire plus faible, une calcémie à 3 mois chez les litho-induites qui reste toujours un petit peu plus élevée que chez les primaires, et surtout ce delta cross-lapse préopératoire qui marque toujours une persistance de la destruction osseuse avec un découplage entre destruction et reconstruction. En ce qui concerne la parathormonémie, à la date de point qui était donc fixée en mars, on a donc des patients sur cette date de point qui avaient plus de 8 ans de recul, et le recul le plus faible était à 8 mois, eh bien on constate que lorsqu'il y a une exérèse d'adénome, l'un a normalisé, l'autre pas, et qu'une parathyroïdectomie subtotale effectuée dans 3 cas sur les 10 a permis seulement dans 2 cas d'obtenir une réelle normalisation de cette parathormonémie. Cette étude de cohorte a montré qu'il y avait donc un profil biologique différent entre les patients qui avaient une hyperparathyroïdie primaire et ceux qui avaient une prise de lithium au long cours. Et ce profil biologique s'associe à un remodelage osseux qui va être plus important et plus prolongé pour les hyperparathyroïdies litho-induites. La prévalence de l'atteinte multiglandulaire est également plus élevée. Alors certes, notre cohorte est faible, puisqu'on a seulement 10 hyperparathyroïdies litho-induites. Il est à noter que les autres cohortes dans la littérature sont également très faibles, l'une de 11, l'une de 4. On a pu toutefois avoir un suivi prolongé, avec une date de point qui a pu être faite pour 9 patients sur 10. Et grâce à l'appariement de la cohorte, ça a permis de supprimer le biais qui pouvait être en rapport avec l'âge et le sexe. Et on a bien montré que le remodelage osseux était différent entre ces deux groupes. Alors le lithium reste le traitement de première intention des troubles bipolaires, et ça a été à nouveau souligné là, tout récemment par le groupe des psychiatres d'Europe du Nord. Donc il est toujours donné, il est donné au long cours. Il semblerait qu'il ait des effets adverses différents en fonction, bien sûr, de la durée d'utilisation, qu'il y ait des effets adverses précoces, des effets adverses plus tardifs. Il semble agir au niveau du calcium par l'intermédiaire d'un récepteur, le récepteur sensible au calcium, et malgré tout, malgré toutes les études qui sont faites, on ne sait pas trop quelle est l'importance physiologique de la cascade de signaux
qui sont déclenchés par ce lithium à partir de ce récepteur. Alors une méta-analyse récente a été réalisée, publiée dans Lancet en 2012, et elle a souligné, c'est la méta-analyse de McKnight, qui a bien souligné la fréquence et la gravité des effets secondaires. Alors comme effets secondaires, sont beaucoup étudiés, bien sûr, les effets sur le rein, ça a été démontré qu'au très long cours, des insuffisances rénales apparaissaient, les effets sur la thyroïde, hypo ou hyper, mais beaucoup moins d'effets décrits sur les parathyroïdes. On sait que ça augmente le calcium de manière significative, mais aucun auteur n'est allé plus loin dans l'analyse des conséquences de cette hyperparathyroïdie litho-induite. La toxicité du lithium dépend de la durée de traitement. Plus les patients sont sous lithium, plus vont apparaître des effets secondaires différents, mais à noter que le problème sur le calcium apparaît en fait très tôt, quasi dès la mise en route du traitement par lithium. Que si on a des patients qui ont un bon équilibre de la lipidémie, la toxicité de ce traitement semble diminuer. On a donc envie de dire pourquoi suivre les patients. Il faut les suivre parce que l'équipe française de Bacilios a repris tous les patients qui étaient sous lithium et ils se sont rendus compte que moins de la moitié bénéficiaient d'un réel suivi biologique des effets secondaires et de la toxicité du lithium. On peut donc dire que l'atteinte parathyroïdienne est largement sous-estimée dans cette population. L'hyperparathyroïdie litho-induite symptomatique, à mon sens, doit donc être opérée. Il faut suivre les malades, il faut savoir les détecter un petit peu de manière systématique à la consultation. On a vu à travers cette étude que la résorption osseuse est prolongée chez ces patients, parfois au-delà de 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il faut donc savoir donner tôt, quasi en pré et le poursuivre en post-opératoire, un traitement par calcitriol, et qu'il faut bien sûr songer à les surveiller, le rappeler à mon sens aux médecins traitants et aux psychiatres qu'un traitement sous calcium impose en plus d'une surveillance de la fonction rénale et thyroïdienne, une surveillance également du bilan phosphocalcique et de l'ostéodensitométrie. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette mise au point sur une pathologie donc rare et honnêtement peu connue en fait. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette hyperparathyroïdie très particulière? Philippe Bonichon, Paris. Merci pour ta communication. Je crois qu'il faut peut-être la présenter aux psychiatres quand même, parce que ça semble assez important pour eux. Mais dans ton expérience, est-ce que, depuis combien de temps, et j'ai peut-être pas bien vu, est-ce que tu sais la durée moyenne de traitement par le lithium de tous ces patients? Oui, alors je ne l'ai pas marqué. Je leur demande systématiquement. Alors, je suis donc ma cohorte de manière prospective. Et dans mon interrogatoire, systématiquement, je leur demande s'ils prennent un traitement par lithium et depuis combien de temps. En fait, je trouve très souvent des traitements très prolongés, 12 ans, 15 ans, 20 ans de lithium. Et ce sont des patients qui me sont adressés pour hyperparathyroïdie primaire, symptomatique. Donc ça, c'est l'entête de départ. Une question de Béotien. Il y a des malades qui arrêtent le lithium. Non. Est-ce que l'hyperparathyroïdie se corrige? Ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre. D'abord parce que sur tous les patients que j'ai eus, et même ceux qui ont plus de 8 ans de recul, on n'a jamais réussi à leur faire arrêter le lithium. Ils y sont accrochés de manière désespérée. Donc ça, c'est affreux. Et je n'ai pas retrouvé grand-chose dans la littérature concernant l'effet de l'arrêt du lithium sur le calcium. Éric Mirallier, Nantes. Muriel, ça revient à la question de M. Beaulieu. Le lithium a été maintenu. Tu nous as montré qu'il était responsable de modification du métabolisme osseux. Donc, qu'en post-opératoire, les patients qui ont une hyperparathyroïdie litho-induite restent avec un profil particulier est logique, parce que finalement, leur parathyroïde restante garde la stimulation par le médicament. Ce n'est pas très étonnant que tu ne récupères pas le même profil et la même courbe de guérison, si je puis dire, que des patients sporadiques standards. Deuxième question, cette fois-ci par remarque. Combien de glandes ont été resséquées dans les deux groupes? Est-ce que tu as plus de résection de glandes dans le groupe litho-induite? Je n'ai pas fait très attention. Litho-induite, 2/3, ça je l'ai noté, c'est une parathyroïdectomie subtotale. Et 1/3 de litho-induit, j'ai fait juste une exérèse d'adénome. Et en fait, même avec une exérèse d'adénome, on voit que les courbes, on a envie de dire, ça va obligatoirement redémarrer. C'est pas vrai. On a l'impression que... je pense qu'il
On a l'impression qu'une fois sur deux, en fait, on traite la maladie, une fois sur deux, on ne traite pas la maladie. Et lorsqu'on fait une parathyroïdectomie subtotale, 2 fois sur 3, on traite la maladie, une fois sur 3, en fait, ça redémarre, en laissant, a priori, le même volume de glande, c'est-à-dire l'équivalent d'un fragment de glande de taille dite normale. Merci beaucoup Muriel pour cette communication.